Atrospection, le podcast qui explore les thématiques liées au vécu des personnes aromantiques et ou asexuelles. Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode du podcast Atrospection, le podcast qui explore les vécus des personnes aro et ace. Aujourd'hui, nous rentrons dans le vif du sujet en abordant l'aromantisme, sa définition et les clichés que cette orientation peut véhiculer. Moi, c'est Sarah, je suis aromantique et asexuelle et mes pronoms sont elle et lui. Et moi, je suis Alana, je suis asexuelle, alloromantique et mon pronom c'est elle. Ensemble, on va essayer de mieux comprendre ce que signifie être aromantique et ce que ça ne signifie pas en déconstruisant certains préjugés. C'est parti! Alors, selon la définition la plus courante, l'aromantisme, c'est une orientation romantique qui indique une absence d'attirance romantique. C'est-à-dire qu'une personne aromantique n'éprouve aucun ou très peu de sentiments romantiques. Et on abrège souvent le mot aromantique par aro. En opposition, les personnes qui peuvent ressentir une attirance romantique, qui peut être considérée comme dans la norme, sont appelées alloromantiques. Et alloromantique est parfois abrégé par allo. Il faut préciser que l'aromantisme est un spectre entre les personnes alloromantiques et les personnes aromantiques. Il existe un continuum. Certaines personnes peuvent ressentir une attirance romantique de manière occasionnelle ou dans des circonstances particulières. Par exemple, si elles ont développé un lien intense avec l'autre personne. Dans ce cas, on parle de demi-romantisme. Il existe plein de formes d'aromantisme avec des noms spécifiques que l'on appelle des micro-labels. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas blanc ou noir, c'est-à-dire je ressens de l'attirance romantique ou pas du tout, mais qu'il y a une infinité de nuances de gris entre les deux et que chaque personne se situe quelque part sur ce spectre. Pour illustrer tout ça, on peut utiliser nos expériences personnelles. Je suis aromantique, donc je n'ai jamais éprouvé de sentiments amoureux pour d'autres personnes. Je suis capable d'aimer autrui, c'est juste que mon amour n'inclut pas le sentiment amoureux. Et moi, je me situe du côté alloromantique du spectre, c'est-à-dire qu'il m'arrive de ressentir de l'attirance romantique pour d'autres personnes. Et cette attirance que je ressens, c'est d'une manière qui me semble correspondre à la norme. Même si les personnes aromantiques ne ressentent pas de sentiments amoureux, elles peuvent ressentir toutes les autres formes d'attirance. En français, le verbe aimer est un peu utilisé à toutes les choses, contrairement à l'anglais où les verbes to like et to love permettent de nuancer le degré d'appréciation d'une personne ou d'une chose. En français, dans le langage courant, on ne fait pas vraiment la différence entre apprécier et aimer. Il y a une autre langue qui possède de nombreux mots pour distinguer les nuances d'amour, c'est le grec ancien. Donc, dans cette langue, on a par exemple le mot philia, qui correspond à un amour amical qui implique une admiration ou un respect pour l'autre. Le mot storge, qui est l'amour que nous ressentons pour les membres de notre famille. Le mot eros, pour l'amour érotique et le désir sexuel. Le mot mania, pour l'amour-passion, le désir de posséder l'autre. Le mot eunoia, pour l'amour dévoué, c'est l'envie de prendre soin de l'autre, d'être au service de l'autre. Il y a encore le mot charis, pour l'amour qui célèbre l'autre. Et finalement, potos, pour l'amour envers quelqu'un dont on a besoin. On remarque que cette liste ne comprend pas de termes pour l'amour que l'on nomme aujourd'hui romantique. Dans son livre post-romantique, Aline Laurent-Maillard, qui se décrit comme asexuelle et aromantique, retrace l'histoire de l'amour romantique comme on le connaît aujourd'hui. Elle met en avant que le mot romantique vient en fait de la forme littéraire qu'on appelle roman.
Au fur et à mesure, le mot a pris son sens actuel, mais il n'a pas remplacé un concept qui existait déjà autrefois. La sociologie a également montré que l'amour romantique et la romance ne tiennent une place importante que depuis très récemment. Notamment, l'idée d'amour romantique dans la littérature n'apparaît qu'au XIIe siècle et elle ne concernait que les relations extra-conjugales. Donc l'amour romantique n'était pas une chose centrale dans la vie des gens. Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle que l'amour romantique commence à prendre de l'importance et qu'au début du XXe siècle que le mariage par amour est devenu la norme. Une autre manière de définir l'aromantisme, c'est d'expliquer que les personnes aromantiques ne présentent que peu ou pas d'intérêt pour ce qu'on appelle romance. Et elles ont d'ailleurs souvent de la peine à comprendre ce qu'est l'attirance romantique et pourquoi les personnes alloromantiques cherchent à se mettre en couple. Pour elles, c'est parfois difficile de se représenter ce que signifie être amoureux et quelles émotions les personnes alloromantiques ressentent lorsqu'elles sont amoureuses. Pour faire un parallèle, c'est aussi difficile pour une personne daltonienne qui ne perçoit pas le rouge de se représenter ce qu'est la couleur rouge et comment le rouge se distingue des autres couleurs. Pourtant, ça ne veut pas dire que toutes les personnes aro rejettent ou détestent l'amour romantique. Certaines personnes aro apprécient la romance dans les œuvres de fiction, voire même développent une certaine fascination pour cette attirance qu'elles ne parviennent pas bien à cerner. Yel porte par contre souvent un regard critique sur l'omniprésence des relations romantiques dans les livres, mangas, séries ou films. En guise d'exemple, j'aime bien les histoires d'amour dans la fiction et je pourrais interpréter un personnage fictif qui ressent des sentiments amoureux. Mais dans la réalité, je n'ai jamais éprouvé de sentiments amoureux pour d'autres personnes et je ne ressens pas l'envie d'expérimenter une relation romantique. En résumé, les aros critiquent l'amatonormativité. C'est un concept développé par la juriste Elizabeth Brigg. Elle a défini l'amatonormativité comme la norme qui place la relation amoureuse avant d'autres formes de relations. Et cette norme considère l'amour romantique comme un but universel auquel tout le monde devrait aspirer et ce serait la seule façon d'avoir accès au bonheur. Mais les personnes aro ne se retrouvent pas par définition dans ce système qui veut que la relation de couple monogame soit l'objectif central de la vie des individus dans cette société. Ce qui fait que les personnes aromantiques ont tendance à se sentir exclues de la société et de ce que la société attend d'eux. À présent, nous allons tenter de démonter les clichés que l'on entend souvent au sujet de l'aromantisme. Je vais jouer la personne ignorante qui pose des questions très clichés et tu vas tenter de nous expliquer pourquoi ces questions sont des clichés et pourquoi elles peuvent blesser les personnes aromantiques. Tout à fait. Premier cliché, tu es incapable d'aimer. Tu as un cœur de pierre ou pire, tu es misanthrope. C'est faux, évidemment. L'aromantisme ne concerne que les sentiments romantiques. Cela n'empêche pas les personnes aro d'aimer leurs proches, famille, amis, etc. Comme nous l'avons expliqué avant, les personnes aro peuvent ressentir plein d'autres formes d'amour. La misanthropie n'a donc absolument rien à voir avec le fait de ne pas ressentir de sentiments amoureux. Deuxième cliché, tu vas forcément tomber amoureux que un jour. Tu n'as juste pas trouvé la bonne personne. Ça, c'est un classique et c'est une des phrases qui revient le plus souvent lorsque l'on fait son coming out. La définition de l'aromantisme est basée sur un ressenti ou plutôt une absence de ressenti, de compréhension de ce qu'est un sentiment amoureux.
Une personne aromantique se définit comme telle en fonction de son expérience et de son ressenti envers les relations amoureuses. Il se peut que ce ressenti évolue, que l'on finisse par expérimenter une situation dans laquelle on ressentira une attirance amoureuse. Mais cela ne diminue pas la sensation actuelle de ne pas vivre la même réalité que les personnes alloromantiques. Ce cliché est terriblement blessant car il met en doute l'orientation romantique de la personne. Les personnes aro se questionnent pendant longtemps avant d'accepter leur aromantisme. Dans notre société, ce n'est pas simple de faire son coming out aro. La remarque tu vas sûrement finir par tomber amoureuse ou tu n'as juste pas encore rencontré la bonne personne est souvent ressentie comme un affront. Il peut en découler la sensation que notre orientation n'existe pas ou que ce qu'on ressent n'est pas réel. Alors, on arrête avec cette phrase. Il y a plein d'autres questions que l'on peut poser pour s'intéresser au ressenti de l'autre plutôt que de remettre en question sa réalité. Troisième cliché, tu vas finir ta vie seule vu que tu ne veux pas être en couple. Ce n'est pas parce que l'on est aromantique que l'on est isolé. Il existe plein d'autres manières de relationner et les amitiés sont tout aussi enrichissantes que les relations amoureuses. Qu'est-ce qu'on entend par vivre seul? Être célibataire ou souffrir de solitude? Est-ce que être en couple signifie forcément être entouré? Pourquoi les amitiés me comptent-elles moins que les relations de couple romantiques aux yeux de notre société? Comme vous pouvez l'entendre, ce sont de vastes questions et on les abordera plus en profondeur dans un prochain épisode. Quatrième cliché. T'as juste peur de l'engagement en fait. Être aromantique va bien au-delà du fait de ne pas vouloir être en couple puisqu'il s'agit de ne pas ressentir d'attirance romantique. C'est cette absence d'attirance qui fait que les personnes aro se sentent hors des normes romantiques. On peut préciser qu'il existe d'autres formes d'engagement, par exemple au niveau familial, professionnel et amical. De plus, les personnes aromantiques peuvent avoir envie de s'engager dans une relation affective basée sur un amour profond qui n'est pas de nature romantique. Certaines personnes nomment ce type de relation queer platonique. Cette relation est en dehors des normes alloromantiques puisqu'elle n'est pas basée sur la romance, d'où le qualificatif queer. La définition exacte de ce type de relation varie selon chaque couple. Dernier cliché, les personnes aro ne sont pas discriminées dans le fond. Pourquoi en faire tout un plat? En fait, si. Les personnes aro sont discriminées de plusieurs manières. Ces discriminations se nomment arophobie. Face à la méconnaissance de l'aromantisme, certaines personnes choisissent de remettre en question les ressentis plutôt que d'être à l'écoute. Il est courant que les personnes aromantiques ne soient pas prises au sérieux. Les clichés que nous avons démontés précédemment en sont la preuve. On leur dit qu'elles manquent de maturité, d'expérience, de courage à s'engager. Ces jugements sont donc arophobes puisqu'ils nient l'existence et la réalité des personnes aromantiques.
Par exemple, le fait de ne pas chercher de relation de couple basée sur un amour romantique est facilement stigmatisé, critiqué, voire même pathologisé. Lorsque l'on suggère que la personne aromantique devrait consulter un médecin ou un psychologue pour se faire soigner, ces propos peuvent paraître venir d'une bonne intention. Les proches veulent juste aider et s'inquiètent pour la personne aromantique. Pourtant, si on fait un parallèle avec l'homoromantisme, c'est-à-dire le fait d'être attiré romantiquement par une personne du même genre, ce serait extrêmement choquant et inacceptable de proposer de se faire soigner. De plus, comme l'amour romantique et la romance sont des éléments centraux dans la vie quotidienne, les personnes aros peuvent se sentir à part, voire exclues de groupes sociaux et amicaux lorsque ces thématiques sont abordées. Par exemple, lors d'une sortie où on peut amener un plus un, on attend que ce soit un partenaire romantique. Il serait mal vu d'amener une amie. Tout ça participe à une isolation sociale qui est une forme de discrimination. L'arophobie rend le coming out difficile puisque les mêmes clichés reviennent souvent lorsque l'on parle de son orientation à de nouvelles personnes, ce qui est très lassant. Faire son coming out est une étape qui demande du courage et la peur d'affronter les jugements et l'ignorance de ses interlocuteurs est parfois suffisante pour renoncer à le faire. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous l'avez apprécié et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode d'introspection. On espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à activer la cloche pour ne louper aucun des prochains épisodes. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram @atrospection pour rester au courant de nos actualités. Et si vous voulez réagir à cet épisode ou proposer des idées de sujets pour un prochain épisode, écrivez-nous un email à l'adresse atrospection@gmail.com. On se réjouit de vous lire. Le podcast Atrospection est un podcast indépendant, créé, produit et diffusé par l'équipe d'Atrospection basée en Suisse romande. Merci à Chloé Zuffray pour la musique du générique.